Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence et j'avoue qu'en travaillant cette communication, je me suis quand même plusieurs fois demandé pourquoi j'avais accepté dans cette invitation, enfin dans la question posée est une question complexe et qui peut se dérouler dans des directions multiples. D'abord parce que les rapports entre communauté et société, communauté et individus, communauté et espace urbain représentent un débat très important dans les sciences sociales qui a donné lieu à une pléthore de travaux, notamment dans la littérature nord-américaine, et surtout à des définitions concurrentes de la notion de communauté qui prend des sens très différents selon les contextes culturels et nationaux, comme Éric l'a souligné en introduction. Ensuite, parce que, comme Éric l'a également dit, cette question renvoie à un débat politique très sensible, en particulier en France, où les communautés versus le communautarisme sont instrumentalisés aujourd'hui pour attiser les peurs sociales. Les dernières élections ont témoigné de la façon dont ces peurs sociales peuvent susciter des formes de repli identitaire et ont montré comment le débat politique aujourd'hui interroge finalement plusieurs types de communautés, à la fois la communauté européenne, à la fois la communauté nationale et les groupes ou les communautés qui participent à la construction et à la définition de cette communauté nationale. Donc on a là à la fois des enjeux géopolitiques et des enjeux sur le fonctionnement démocratique de nos sociétés. Une difficulté supplémentaire est que la question des communautés est à la fois un outil pour comprendre la société que nous observons, c'est une catégorie de la pensée, mais c'est aussi une catégorie pour projeter la société que nous voulons ou celle que nous ne voulons pas, et pour finalement tracer un projet politique. C'est donc à la fois une catégorie analytique et normative. Et donc du coup, à la question posée, les communautés, problèmes ou solutions, j'ajouterai tout de suite d'autres questions qui sont, eh bien finalement, qu'est-ce que nous entendons par communauté? Parce que je crois qu'on ne peut pas passer au-dessus de cette question. De quelle communauté est-ce que nous parlons? Pourquoi est-ce que cette question prend tant d'importance aujourd'hui dans le contexte français? Et de quoi avons-nous peur? Ou au contraire, qu'attendons-nous des communautés de façon concrète et non fantasmatique? Alors bien sûr, je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions. Je vais plus modestement essayer de poser quelques points de débat en essayant de me situer à l'articulation entre débat scientifique et enjeux politiques, tels qu'ils sont formulés dans le contexte français plus particulièrement, mais en essayant de les mettre en perspective avec les approches nord-américaines notamment, que je suis sûre mes collègues nord-américains, canadiens, mais aussi les collègues anglophones de Londres qui sont là pourront compléter. Et donc je vais essayer de soulever quelques paradoxes ou quelques points de tension dans la discussion sans essayer d'embrasser toute la question. Alors je voudrais pour ça partir d'une situation concrète que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Une semaine après les élections municipales, j'ai assisté dans la ville de Bobigny à l'élection du nouveau maire de Bobigny, UDI centre-droit, donc élu avec un conseil municipal nouvellement élu. Bobigny était jusqu'à cette année une ville communiste depuis les années 20, ville emblématique de ce que Annie Fourcault a qualifié de communisme de clocher, ville préfecture de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France et aussi celui qui accueille la part de population étrangère la plus importante. Cette élection actait, selon moi, la fin d'un épisode politique historique, celui de la banlieue rouge, mais elle indiquait en même temps l'entrée dans la scène politique municipale de nouveaux acteurs et de nouveaux rapports au champ politique. La liste UDI a en effet été constituée à Bobigny à partir d'un regroupement de différentes associations, dont certaines s'étaient déjà présentées aux précédentes élections municipales de 2008 sous forme de listes citoyennes indépendantes. Elle est composée en grande partie de citoyens issus de l'immigration, dont beaucoup de jeunes, formés, éduqués, diplômés, qui ne se réclament ni de la droite ni de la gauche. Et certains des leaders de ce groupe ont été formés aux pratiques du community organizing. Pour cette occasion, le conseil municipal se tenait dans un gymnase et il y avait foule ce jour-là. Une foule colorée et diverse, des costumes et des djellabas, des foulards et aussi des mini-jupes. Un moment intense de confrontation entre les perdants,
porteurs de l'héritage communiste, qui se revendiquent encore de la représentation ouvrière et populaire, et les nouveaux élus, conduits par un maire de droite, qui se revendiquent d'un autre nous qui reste encore sans doute à analyser. Le premier conseiller municipal à prendre la parole ce soir-là était, selon la loi française, le conseiller municipal le plus âgé. C'était un homme asiatique, pharmacien de profession, qui s'est exprimé au nom, je cite, du Parti des Invisibles. Quelques jours plus tard, dans une émission de radio à France Culture, un de mes collègues chercheurs analysait, à mon sens de façon péremptoire, cette élection comme étant un vote communautaire musulman. En disant cela, il assignait une identité fermée, construite du dehors, dans lequel je ne pense pas que la majorité des nouveaux élus de Bobigny se reconnaissent. Donc cette affirmation m'amène à poser une première question. Qu'est-ce qu'on entend par communauté et quel est le poids des mots? Alors j'ai un PowerPoint qui va juste reprendre les titres et puis cette première citation. Au cours de la dernière conférence qui était organisée par le VNTPE, qu'a cité Eric, donc sur le community organizing, nous avions déjà engagé cette discussion sur la notion de communauté, notamment avec le collègue états-unien. Et je reprends une citation que j'avais trouvée très intéressante, qui avait été proposée par l'un de ses collègues, donc qui est un extrait d'un texte de Lewis Carroll, Through the Looking Glass, à travers le miroir, et donc j'ai traduit, voilà, la traduction est peut-être un peu imprécise. Donc, quand j'emploie un mot dit Humpty Dumpty d'un ton plutôt méprisant, il signifie exactement ce que je veux dire qu'il signifie, ni plus ni moins. La question est, dit Alice, est-ce que vous pouvez faire que les mots signifient tant de choses différentes? La question est, dit Humpty Dumpty, qui doit être le maître? C'est tout. Et il me semble que cette citation introduit bien finalement le débat. Et donc une première remarque, effectivement, le mot de communauté signifie des choses très différentes selon qui l'utilise et dans quel contexte. C'est une notion polysémique, donc, qui renvoie à la fois au sens commun, à un concept des sciences sociales, et notamment dans le vocabulaire anglo-saxon, à une catégorie des politiques publiques qui est aujourd'hui largement diffusée dans les grandes institutions internationales, notamment la notion de communauté est largement présente dans les programmes qui sont développés par la Banque mondiale. Dès la naissance de la sociologie européenne, les travaux de chercheurs connus comme Tönnies, Simmel, Durkheim ou Weber se sont attachés très tôt à distinguer communauté et société, ou solidarité mécanique et solidarité organique, communalisation et association, et à montrer comment l'urbanisation, l'industrialisation et les relations contractuelles bousculaient les communautés traditionnelles. À montrer que ces communautés traditionnelles, assignées ou héritées, étaient remplacées par des regroupements d'un type nouveau, des regroupements d'intérêts idéels qu'on peut aussi appeler communautés acquises. Et du coup, dans la culture sociologique et politique française, la notion de communauté est restée longtemps considérée comme un phénomène archaïque, renvoyant à des rapports sociaux révolus et n'a finalement pas constitué un objet central des travaux sociologiques. C'est sans doute très différent pour l'anthropologie. C'est par contre un thème central de la pensée politique et sociologique nord-américaine qui a développé une littérature pléthorique sur ce thème-là. Alors, je ne vais bien sûr pas revenir sur un siècle de discussions et de travaux, mais je voudrais juste souligner quelques dimensions de ces débats. Tout d'abord, comme je l'indiquais, c'est une notion à contours variables, et de ces définitions, il ressort un minimum commun, qui est que la communauté renvoie à un groupe social constitué de personnes ayant en partage des caractéristiques communes, qui peuvent être un mode de vie, une même langue, le fait de partager un même espace, ou bien les mêmes pratiques, ou encore les mêmes intérêts, ou encore des individus qui peuvent s'inscrire dans un projet commun. Il y a donc, et je crois que c'est important de le rappeler, plusieurs sortes de communautés, des communautés géographiques, des communautés de biens, des communautés de pratiques, des communautés de travail, des communautés institutionnelles, des communautés morales et des communautés religieuses, entre autres. Et en suivant Weber, on peut rajouter, et cela permet sans doute de resserrer la question,
que la communauté est aussi et d'abord un groupe qui est défini par un sentiment d'appartenance, par la croyance en un héritage commun, à une tradition et à une origine partagée. Et donc dès lors, on retrouve la distinction que faisait Éric tout à l'heure entre communauté héritée ou communauté élective. Donc d'évidence, on ne peut pas mettre toutes les communautés sur le même plan, et je crois que c'est important d'insister là-dessus, même si ensuite je vais rentrer dans une vision beaucoup plus étroite. Et les considérer comme un tout participe, me semble-t-il, à brouiller fortement le débat. La deuxième remarque, c'est que la communauté prend un sens plus ou moins fort selon les traditions intellectuelles et selon les contextes d'utilisation, selon les langues. On oppose classiquement, et c'est ce que fait le texte de l'appel à communication, enfin, la tradition française et la tradition nord-américaine. Je crois qu'il faut d'abord souligner un effet de traduction. La traduction de community en anglais par le mot communauté est souvent très trompeuse dans le contexte français où la communauté est très très vite entachée avec la notion de communautarisme, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Community renvoie aux États-Unis en particulier à l'idée de collectivité de façon beaucoup plus large, à l'idée de collectif et parfois même souvent au quartier. Et elle n'est pas a priori entachée de fermeture. Aux États-Unis et au Canada, la notion est utilisée de façon très extensive dans le langage commun. Les radios locales sont des radios communautaires. Les associations de quartier sont des associations communautaires. Alors bien sûr, au-delà de la traduction, cette question de vocabulaire éclaire deux conceptions philosophico-politiques que Éric a évoquées, sur lesquelles je vais revenir très très rapidement, parce qu'effectivement, ce n'est pas le débat et ces questions sont relativement bien connues. Dans la perspective républicaine française, si des identités culturelles ou cultuelles peuvent exister, elles relèvent d'abord de la sphère privée. Le modèle de l'État repose sur un consentement individuel de citoyens abstraits. Et ce mythe de l'association volontaire d'individus libres et désincarnés s'oppose de fait à la reconnaissance de la communauté, au moins d'un point de vue philosophique. L'intérêt de cette conception est de défendre l'égalité des droits, qui renvoie à une approche universaliste. C'est de considérer que des différences liées au sexe, à la couleur de peau, aux croyances, aux pratiques, ne doivent pas être, dans le principe, au principe d'inégalité de traitement. Mais on sait bien que cette conception occulte des inégalités réelles et qu'elle occulte en particulier les discriminations raciales, les discriminations de genre. L'exemple le plus évident en est bien sûr l'école et le mythe de la méritocratie républicaine au sein de l'école. Une autre de ces contradictions est sans doute que ces valeurs de l'universalisme soient associées au contour de la nation, mais c'est un autre débat que je laisserai de côté. Les principes qui guident la démocratie américaine sont d'un tout autre ordre et les corps intermédiaires et les communautés y sont reconnus à part entière. Cela implique, comme c'était dit tout à l'heure en introduction, des logiques d'action publique différentes. Par exemple, toute une partie de la gestion sociale dans les quartiers populaires états-uniens passe par les organisations communautaires, dont, au sein desquelles les organisations cultuelles, notamment, jouent un rôle majeur. Cette prégnance des organisations communautaires a pour corollaire une faible présence de l'État et des protections sociales bien moins importantes. En France, les services publics sont plus présents, mais les associations restent très dépendantes des pouvoirs publics et notamment des pouvoirs publics locaux. Alors tout ça est très schématique, mais il me semblait important de le rappeler. Donc, dans le contexte nord-américain, les communautés sont a priori valorisées, et la crainte de leur disparition est un thème social et politique majeur. Toute une littérature à la fois sociologique mais politique et venant du monde communautaire a insisté depuis le début du XXe siècle sur la nécessité de renforcer les structures sociales intermédiaires telles que la famille et la communauté, et a mis en avant les aspects positifs de la vie communautaire tels que la solidarité du groupe, la cohésion, la stabilité, la sécurité que la communauté apporte à ses membres. Et cette valorisation s'est accompagnée d'une inquiétude récurrente de la disparition ou de l'affaiblissement des communautés précisément. En particulier les travaux plus récents de Robert Putnam, qui ont été largement repris dans la littérature internationale, défendent que le déclin du capital social conduirait à un affaiblissement des communautés, ce qui remettrait directement en cause le fonctionnement à la fois collectif et sociétal, et surtout la démocratie. Mais je pense qu'il faut aussi noter que les mêmes auteurs
qui peuvent décrire de façon très négative certaines communautés, et en particulier les communautés des ghettos nord-américains, qu'ils caractérisent par l'isolement social, par l'anomie, et en dénonçant notamment les effets de quartier dans ces territoires. Putnam, toujours lui, évoque ainsi un capital social négatif qui caractériserait les quartiers déshérités, en n'accordant aucune valeur aux formes d'organisation sociale et de solidarité qui s'y développent. La communauté existerait bien dans le ghetto, mais elle existerait au risque de l'enfermement. Et il y aurait donc de bonnes et de mauvaises communautés. Il faut relever ici que le sens et la valeur de la communauté sont imputés par ceux qui l'observent, de l'extérieur. La communauté est donc aussi ce qu'en fait le regard extérieur et la façon dont le regard extérieur l'a construit, et je pense que c'est un point qu'il faut soulever. Centrer le lampadaire sur la communauté permet par ailleurs, dans ce cas, mais également en France, d'occulter les logiques de domination et des inégalités qui conduisent à la structuration de ces communautés, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient raciales. Alors, cette notion de communauté, je l'ai dit, est moins centrale dans les approches françaises, mais finalement, les questions abordées à travers cette notion sont bien présentes dans les réflexions à la fois sociologiques et politiques françaises. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cohésion? Comment se construisent des nous? Comment se construisent des frontières sociales entre les groupes? Dans mon champ de recherche, qui est plus précisément celui de la recherche urbaine, la notion de communauté a été longtemps peu utilisée. Mais on la retrouve quand même sous la plume d'auteurs comme Henri Coin, quand Henri Coin décrivait les effets de la rénovation urbaine dans les années 60, dans un quartier parisien, et il montrait, en utilisant le terme même de communauté, que cette rénovation urbaine remettait en cause une communauté basée sur le partage d'un espace, basée sur une condition ouvrière et sur des pratiques communes. La nostalgie pour cette communauté à présent perdue, mais qui aurait existé à un moment, eh bien, se retrouve également dans la littérature française, notamment la littérature sur les quartiers ouvriers. Et finalement, les différents travaux qui analysent le fonctionnement des quartiers ouvriers, et en particulier de la banlieue rouge basée sur une identité sociale, celle de la condition ouvrière, basée sur un ancrage local et sur un ensemble de modes d'encadrement politique et syndicaux, décrivent tout autant une communauté que ceux de White ou de Gans à Boston, même si, bien souvent, ils passent par un autre vocabulaire. Mais il s'agit ici d'une communauté définie comme une communauté de classe et de clocher, pour reprendre l'expression d'Annie Fourcault, qui a eu des difficultés par la suite à prendre en compte d'autres dimensions identitaires, et notamment la question raciale. On peut donc dire qu'en France, la réapparition de la communauté dans le débat public et dans la sociologie, dans les travaux de sciences sociales, doit beaucoup finalement à la question plus récente de la reconnaissance des minorités et à l'importation de cadres analytiques issus de la philosophie politique anglo-saxonne pour penser la société française et ses minorités. La notion de communauté est alors associée à celle de minorité, qui renvoie à une position subalterne dans des rapports de pouvoir à la fois matériels et symboliques. Or, il faut quand même rappeler que la communauté peut être aussi mobilisée contre les minorités, en écrasant par exemple tout particularisme. C'est le cas de la communauté nationale, communauté imaginée qui nie les différences qui la structurent. En France, la notion de communauté est aussi bien souvent associée à celle de communautarisme, une notion finalement relativement jeune qui émerge dans les années 90, et je voudrais m'arrêter rapidement sur ce terme. Alors, communauté et communautarisme sont deux notions bien différentes. La communauté décrit une forme d'appartenance sociale, alors que la notion de communautarisme renvoie à sa disqualification sociale et politique. Francis Dume a montré dans une analyse des discours journalistiques et politiques que l'usage du terme communautariste s'accompagne presque toujours d'une dénonciation du risque, de la dérive, de la menace. La communauté est alors présentée comme rétrograde et pessimiste. Elle est présentée comme une forme de repli, voire une forme de sécession, dont les individus et les groupes seraient responsables, comme un refus de la mixité et de l'altérité qui menacerait la société et qui menacerait l'ordre républicain. Et cette vision s'accompagne sur une dénonciation, elle se focalise sur des comportements et sur des mentalités, sur les habitudes alimentaires et vestimentaires, jugées particularistes et ostensibles. À qui s'adresse cette catégorie?
à plusieurs publics, mais en particulier à deux publics, la communauté gay d'un côté, censée être fermée sur elle-même, sélectionnant et utilisant ces espaces de façon très exclusive, et aux habitants des quartiers populaires, et plus particulièrement aux musulmans, en jetant la suspicion sur tout ce qui a rapport à l'islam. Il faut remarquer par contre que l'entre-soi bourgeois est rarement qualifié de communautariste. Or, comme l'ont montré les travaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, il est particulièrement fermé. Plus largement, les communautés traditionnelles sont épargnées de cette critique, aussi bien à la famille, la nation, que les classes sociales. De fait, cette obsession du communautariste marque avant tout une crainte de toute expression et de toute visibilité des minorités visibles ou des populations issues de l'immigration postcoloniale. Et toujours comme l'avance d'Hume, cette catégorie permet au bout du compte d'imposer une logique d'urgence et de menace en crispant l'orientation politique sur le référentiel d'intégration au détriment d'une reconnaissance de l'ethnicité et des discriminations qui organisent en pratique la situation. L'exemple de Bobigny illustre bien cet usage de la notion comme disqualification. D'autres listes citoyennes ont également, notamment en région parisienne, été désignées comme communautaristes, soit par les médias, soit par leurs adversaires politiques. Quand des citoyens des quartiers populaires assument leurs droits de citoyens, quand ils se définissent comme des sujets politiques s'inscrivant dans une logique de représentation, ils sont disqualifiés comme étant communautaristes et dès lors comme ne partageant pas les valeurs du champ politique français. Alors bien sûr, ce constat n'empêche pas qu'il puisse bien exister des logiques de fermeture communautaire. Mais il faudrait les spécifier et les analyser de façon à ne pas disqualifier toute logique collective. Une fois cela posé, nous pouvons nous intéresser plus largement aux questions qu'ouvre sérieusement la prise en compte ou la reconnaissance des communautés qui posent problème dans le débat français. En particulier donc des communautés qui sont issues des classes populaires et notamment des classes populaires issues de l'immigration postcoloniale. Alors, si on définit les communautés à partir d'un sentiment partagé d'appartenance, il est très tentant d'associer, voire de confondre, communauté et identité. Et c'est souvent le pas qui est franchi. Avec une dérive possible, qui est celle de la naturalisation ou de l'essentialisation, qui conduit à considérer que les identités ou les cultures spécifiques sont des identités homogènes et durables, qui seraient clairement séparées les unes des autres. En oubliant ainsi que les identités, comme les communautés d'ailleurs, sont des constructions historiques, des constructions sociales, qui résultent d'interactions au sein de la société et entre groupes, et dans le cas qui m'intéresse plus précisément ici, qui résultent bien souvent, en grande partie, de la mise à l'écart, de la désignation et de la stigmatisation. C'est donc à une naturalisation des différences que l'on procède alors, comme l'a fait par exemple le ministre de l'Intérieur Emmanuel Valls, quand il déclare que, au sujet des populations roms, que ces populations, je cite, ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres, donc par nature, et qui sont évidemment en confrontation. Et qu'il serait illusoire de penser qu'on réglera le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Donc il est là donc, affirmé une altérité qui est naturalisée. C'est ce que Michel Ager appelle la machine à fabriquer des identités, qui permet, là encore une fois, d'occulter des inégalités au profit des différences culturelles. Or, qui a travaillé dans les quartiers populaires avec précisément des populations issues de l'immigration, comme on les qualifie aujourd'hui, c'est que ces cultures et ces identités sont mouvantes et sont diverses. En écrivant par exemple avec lui l'histoire de la vie d'un ancien chef de gang ou de bande de la région parisienne, j'ai pu mesurer combien les sentiments d'appartenance dans la jeunesse issue des quartiers populaires, des quartiers de banlieue, étaient construits à la fois sur une culture juvénile, sur une ouverture à la culture états-unienne, sur l'expérience de la discrimination raciale et de la précarité sociale. Cette identité fine qu'il conduisait, lui et ses pairs, à se définir comme Noirs de France. Mais la notion de noir, renvoyant ici à la fois à son expérience de la discrimination et à la fois à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Les cultures et les identités collectives
ne représente pas, on le sait, un corps stable qui déterminerait de manière mécanique les comportements des individus, mais je crois que ça vaut la peine d'insister là-dessus. Elle fonctionne plutôt aujourd'hui comme un ensemble de ressources cognitives qui sont des ressources très diverses et qui vont puiser dans des répertoires différents. Pour autant, bien sûr, cela ne conduit pas non plus à nier la construction de collectifs et de communautés et à penser les ressources que ces communautés ou ces collectifs peuvent constituer. Quand ce nouvel élu de Bobigny avance, nous sommes le parti des invisibles, c'est bien un enjeu de reconnaissance qui s'exprime alors. Et c'est bien le déni de la reconnaissance de certaines populations, notamment issues de l'immigration, qui a contribué à Bobigny au basculement électoral. Les travaux de Nancy Fraser ont permis de distinguer deux types d'injustice. L'injustice économique d'un côté, l'injustice culturelle de l'autre, qui se traduisent par des revendications de redistribution, mais également par des revendications de reconnaissance. Or, c'est bien cette question de la reconnaissance que pose l'existence de communautés. En faisant une série de visites dans les quartiers populaires pour élaborer le rapport dont parlait Eric tout à l'heure sur la participation avec Mohamed Meshmash, j'ai pu mesurer combien la non-reconnaissance conduit à l'inverse, à l'enfermement et au sentiment d'exclusion. Par exemple, quand les écoles musulmanes peinent plus que d'autres à obtenir un agrément de l'éducation nationale, alors qu'elles peuvent parfaitement rentrer dans ces cadres-là. Ou encore quand les mères de familles voilées ne peuvent plus accompagner leurs enfants aux sorties scolaires, alors qu'elles l'ont fait quelquefois pour 2-3 enfants précédents. Les populations dominées, les minoritaires, comme on dit, ou les subalternes, pour suivre Spivak, peuvent-elles construire et faire entendre une voix politique sans affirmer une identité commune et sans structurer des espaces propres? On sait l'importance que ces espaces ont eu dans la construction, par exemple, d'une critique féministe, dans la conquête d'une image de soi individuelle et collective qui ne soit ni celle de la soumission, ni celle de la victimisation, dans la construction d'une conscience critique, pour reprendre les termes utilisés par les féministes, et de l'empowerment. On sait combien cette réappropriation identitaire a joué un rôle majeur dans la construction des mouvements noirs aux États-Unis. Mais en même temps, une des contradictions ou un des paradoxes précisément est qu'en endossant ces identités, les groupes, les collectifs, courent aussi le risque d'endosser les habits qui leur ont été fabriqués et qui les enferment dans une identité assignée. Il y a donc, à mon sens, un enjeu essentiel à en même temps reconnaître les identités et les communautés et à s'attacher à les comprendre comme des processus et à les déréifier. De ce point de vue, on peut suivre la proposition d'Estelle Ferrares qui propose de distinguer peut-être deux niveaux de discours différents, le niveau scientifique qui soutient que l'identité naît et vit dans l'interaction, et celui des acteurs qui ont besoin de s'alimenter par un discours, par une identité qu'ils tentent d'imposer dans un rapport de pouvoir. Il ne faut pas oublier non plus que les rapports d'inégalité de pouvoir traversent la société, mais traversent aussi les communautés, et que la reconnaissance des communautés pose la question du droit des individus de sortir de ces communautés. Pour conclure, les communautés peuvent-elles être au service d'un projet d'émancipation ou d'un projet de transformation sociale? Est-ce que les communautés ne parlent que pour elles? Il y a bien un danger de ce point de vue-là. La liste élue à Bobigny a par exemple dans son programme la suppression des aires d'accueil pour les populations roms, que la municipalité communiste avait eu le courage de réaliser et de défendre. C'est aussi une des limites d'une partie du community organizing aux États-Unis, comme le montre par exemple l'expérience de Sol Alinsky dans le premier quartier où il est intervenu, le quartier Back of the Yard, qui, après s'être mobilisé, s'est refermé sur des formes d'exclusion raciste, notamment par rapport aux populations noires. Mais, comme je le rappelais en introduction, la notion de communauté renvoie à des réalités et des conceptions très diverses. Il ne s'agit bien sûr pas d'épouser toutes les causes communautaires. La question pour moi n'est pas non plus de distinguer de bonnes et de mauvaises communautés, mais plutôt d'analyser la portée politique de leur structuration et de leur mobilisation. Une communauté peut être un groupe qui demande sa part dans le partage des richesses, dans le partage des formes de capitaux, ou bien, et quelquefois en même temps, elle peut être aussi un sujet politique qui, à partir de ses propres revendications, est capable d'interroger plus largement les enjeux sociétaux. Ce fut le cas, par exemple, de la mobilisation de la communauté gay dans la lutte contre le sida,
qui a su poser les questions de la maladie bien au-delà de la communauté et au profit de l'ensemble de la société. C'est le cas, à mon sens, des luttes contre la discrimination, qui interrogent la société au-delà des groupes directement concernés et qui confrontent précisément des identités figées, à condition bien sûr de ne pas en rester à l'objectif de diversité pris dans sa seule logique de promotion individuelle. Si on revient sur le cas de Bobigny, l'enjeu est de savoir si, au-delà d'une lutte des places et d'un enjeu politicien, il est possible de dégager une parole et une pratique politique renouvelée qui pourrait se développer dans ce terreau-là. Sans doute que le contexte politique de Bobigny me voit assez pessimiste par rapport à cette évolution, mais l'avenir nous le dira. La reconnaissance des communautés n'est donc pas, à mon sens, par principe, incompatible avec l'idéal démocratique. Au contraire même, une politique de reconnaissance semble indispensable à sa pleine réalisation. Mais elle doit s'accompagner en même temps d'un travail critique permanent. Il n'est pas non plus nécessaire, pour être citoyen, de s'abstraire de ses identités. L'enjeu est au contraire d'articuler un empowerment individuel, collectif et politique, en laissant place aux subjectivités pour construire des formes de résistance. C'est à cette condition que l'on peut à la fois dépasser le cloisonnement communautaire, d'un côté, et l'affirmation d'une identité abstraite qui contribue et continue à nier les individus et leurs identités multiples. Pour avancer dans cette direction, il faudrait faire ce que je n'ai pas fait dans cette présentation, sortir de l'opposition entre approche républicaine française et approche nord-américaine, décentrer le regard, et en particulier regarder ce que nous disent ces expériences de recherche conduites dans les pays émergents. Je pense notamment à une série de travaux indiens, et notamment ceux de Chatterjee, qui interrogent d'une autre façon la notion de communauté. Je vous remercie.